Bonjour et bienvenue, c'est le Climat en question, le podcast pour prendre le temps de s'interroger et de répondre à toutes vos questions sur les climats d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Aujourd'hui, un épisode spécial fête pour parler climat au réveillon. So this is Christmas. Pour ce 20e et dernier épisode de l'année 2021 du Climat en question, on vous propose un sujet un peu plus léger que d'habitude. Après avoir parlé de justice climatique, de droit de l'environnement, de la COP26, des conséquences du réchauffement climatique, de l'histoire des climats de la Terre et de bien d'autres sujets au cours des derniers mois, aujourd'hui on va se demander comment parler climat avec vos amis, vos proches, votre famille pendant les fêtes. Parce que les fêtes de fin d'année, ça n'a pas seulement besoin d'être une course au consumérisme acharné, à l'achat des cadeaux, puis leur revente sur des sites internet, voire à être confiné tout seul chez soi, malheureusement pour tous ceux qui auront testé positif ces derniers jours. Ça peut aussi être un moment pour s'interroger, pour réfléchir à nos pratiques, et pour discuter ensemble de la société qu'on veut demain, en particulier autour des enjeux climatiques. En prime, on aura un peu de musique de Noël, mais ça c'est juste moi parce que j'adore la musique de Noël. Pour discuter de tous ces sujets, je suis comme d'habitude avec Gilles Ramstein, paléoclimatologue, et Sylvestre Huette, journaliste scientifique. Bonjour Sylvestre et Gilles. Bonjour. Et nous aurons le plaisir en deuxième partie d'épisode de recevoir Thomas Wagner, alias Bon Pote. Nous reviendrons très concrètement sur la façon d'aborder plusieurs sujets liés au climat lors de vos fêtes de fin d'année, entre potes ou en famille. Mais je me tourne d'abord vers vous, Sylvestre et Gilles. Vous avez beaucoup travaillé ensemble sur la façon de communiquer les questions climatiques qui sont complexes pour le grand public, notamment dans votre livre Le climat en 100 questions. Alors, on y est revenu en détail avec plein de sujets différents dans les épisodes du climat en question, mais pour toi, en tant que journaliste, peut-être pourquoi c'est important de parler climat partout et tout le temps, même quand c'est pas l'actualité du moment. Les décisions à prendre par rapport au changement climatique, elles sont souvent structurelles, donc on les prend en quelque sorte à froid, alors que nous sommes sans cesse sollicités pour prendre des décisions à chaud sur notre santé, sur la vie dans l'entreprise, des soucis de toute nature, individuels et collectifs, qui font passer le climat directement en seconde ligne, voire bien plus bas dans l'attention individuelle et collective. D'une certaine manière, le climat, c'est quelque chose dont on s'occupe quand on est en paix, en bonne santé et qu'on n'est pas menacé par le chômage. Donc en somme, on ne s'occuperait de climat que quand tout va bien, c'est-à-dire jamais. Alors c'est peut-être un peu exagéré, mais c'est vrai qu'en ce moment, on voit bien qu'en pleine crise sanitaire, crise économique, crise sociale, quand on attache beaucoup d'importance à des discussions sur la sécurité ou l'immigration, il y a moins d'espace pour parler climat, alors même qu'on pourrait parler du climat au sein de l'ensemble de ces discussions. Alors je me tourne vers toi maintenant Gilles, au sein de la communauté scientifique, pourquoi pour vous aussi c'est important de parler climat et pas que entre chercheurs ? En fait, ça n'a pas beaucoup de sens de rester dans sa cloche de chercheur pour parler du climat. Ça a du sens pour faire nos recherches, mais après pour tout ce qui est de l'explication des résultats de nos recherches, comme elles concernent essentiellement les citoyens, il est hyper important de sortir de sa bulle au contraire. Et justement sur ces solutions dont il faut que les citoyens s'emparent pour un monde plus juste et plus respectueux de l'environnement, on va y revenir dans les épisodes du climat en question en 2022. Donc après, chacun fait ce qu'il peut à titre individuel. Moi, je me suis beaucoup investi dans la culture, c'est-à-dire que je vais autant que je peux, pas trop, parce que la recherche, c'est quand même très prenant, mais je vais dans les écoles, des lycées, parle des jeunes, parce que je pense que c'est surtout eux qui vont être confrontés vraiment directement et de façon plus dure à des changements climatiques. Et on en profite pour remercier tous les jeunes qui nous ont accompagnés en 2021 dans les épisodes questions-réponses du climat en question, et si votre classe de collège ou lycée est intéressé pour les épisodes 2022, n'hésitez pas à nous contacter. J'ai aussi fait partie avec toute une équipe de doc et de post-doc. Doc et post-doc, c'est pour doctorants et post-doctorants, c'est-à-dire des étudiants en thèse ou qui ont fini leur thèse. De l'élaboration d'un jeu qui s'appelle Climatic Tac. D'ailleurs, ce jeu est très bien à jouer en famille, justement pendant les fêtes de Noël. Voilà, un petit conseil cadeau au passage. Au-delà des jeunes, avec Sylvestre, vous êtes aussi beaucoup impliqués pour former les journalistes. Vous intervenez tous les deux dans ce master qui a été fait en partenariat avec l'École supérieure de journalisme de Lille. En 1 an, en ligne, on pourra partager les détails pour ceux que ça intéresse, pour former les journalistes aux questions climatiques. Pourquoi ça c'était important ? C'est important parce que en fait, souvent dans les rédactions des grands journaux, à la fois régionaux et
et nationaux, il y a un spécialiste sur les questions de climat et d'environnement. Or, le climat et l'environnement, ça touche tous les domaines. Et pourquoi c'était important de faire ce master pour former des journalistes? En fait, c'était pour répondre à une demande. On avait fait plein de séminaires lors de la COP 21. Et au bout d'un moment, les journalistes ont dit, mais attendez, on vous écoute depuis 1h30, là, sur différents aspects. Si c'est vraiment aussi important que ce que vous nous dites, eh ben, il faut absolument faire des formations qui permettent aux journalistes, à tous les journalistes, y compris ceux qui parlent de justice, y compris ceux qui parlent d'économie et d'énergie, de se former sur les changements climatiques. Et ça, c'est aussi ce qu'on va faire dans les prochains épisodes du climat en question. Après avoir tenté de vous montrer dans les épisodes de 2021 que c'est vraiment si important que ça de s'intéresser au réchauffement climatique, en 2022, on va essayer de s'intéresser aux solutions et de comprendre concrètement à quoi ça peut ressembler un monde bas carbone. Mais pour en revenir au réveillon, Sylvestre et Gilles, vous faites comment quand vous êtes invité dans votre vie personnelle? Vous essayez d'amener le sujet climat à table ou au contraire vous l'évitez parce que vous y passez déjà vos journées? Oh là là, j'attends surtout d'être sollicité. C'est-à-dire que je prends jamais l'initiative d'en parler. Si on t'en parle pas, t'en parles pas. Oui, parce que on est entre amis. Si on veut absolument convaincre les amis lors d'un réveillon qu'on a raison sur tel ou tel sujet, c'est quand même très contre-productif. Donc j'essaye de le faire uniquement en réponse à des sollicitations, puis en essayant d'être pas trop long, pas pontifiant. Bon, j'y arrive pas toujours, mais mes amis sont indulgents. Ok, et toi Gilles? Moi, je ne lance, en tout cas pour les repas de famille et les réveillons, je ne lance pas la conversation là-dessus. S'il s'avère que quelque chose est dit qui ne me convient pas, évidemment j'interviens. Et si on me demande mon avis, je réponds toujours. Mais il y a certains moments où on a envie de poser élégant, quoi, et qu'on a envie de passer du temps sans forcément parler de ça. Mais ce que je dois dire aussi, c'est que c'est plus un sujet tellement polémique. Ce qui fait maintenant les discussions, je pense que c'est qu'est-ce qu'on va faire. C'est plus de discuter autour de est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai. C'est vraiment jusqu'où vous êtes prêt à aller dans ce domaine-là. Et c'est plutôt ces questions-là. Alors évidemment, sur ces questions-là, on peut s'empoigner pas mal, parce que y a des gens qui sont pas du tout prêts à lâcher sur quoi que ce soit. Il y a des gens qu'on pense qu'il faut absolument changer et tout de suite. Et donc, il y a des discussions là-dessus. Mais c'est pas forcément au moment du réveillon. Mais j'avoue que même nous, qui sommes des personnes d'une 60aine d'années, un truc qui m'a frappé, par exemple, c'est cette idée que les enfants qui étaient devenus grands ne souhaitaient plus du tout de cadeaux matériels. Ils souhaitaient une dématérialisation. Et nous, moi par exemple, qui ai une énorme bibliothèque et toujours eu un plaisir incroyable à avoir des livres, à les lire de façon physique, j'étais pas du tout préparé à cette idée de dématérialisation de plein de choses, quoi. Et c'est vraiment une façon de vivre qui est très différente, où pas mal d'aspects ont été complètement révolutionnés. En fait. C'est marrant cet exemple de dématérialisation, parce que moi je confirme, la jeune génération plutôt des cadeaux non physiques en tout cas, mais dans l'autre sens ça marche beaucoup moins bien. On leur a offert des box, des expériences, des bons pour un week-end, je sais quoi, et en fait tous ces coffrets cadeaux s'accumulent dans la bibliothèque à côté des livres, et en général d'ailleurs expirent avant même d'avoir été utilisés. Bref, pas facile de trouver une bonne idée de cadeau, éthique, local, bas carbone, si possible sans se ruiner. Mais enfin, ce qui compte, c'est d'essayer. On va maintenant passer au débat du réveillon avec notre invité, Thomas Wagner. Thomas Wagner, bonjour, bienvenue dans le climat en question. Bonjour Céline. Alors pour te présenter, tu travaillais dans la finance avant de décider de changer de carrière et de consacrer ton temps et ton énergie à faire connaître et diffuser les connaissances sur le réchauffement climatique. Tu es donc influenceur, blogueur, l'auteur du site bonpote.com. Et on se connaît pas particulièrement, mais bon, on est trentenaires tous les deux, et puis comme tu t'appelles Bon Pote sur tous les réseaux sociaux, c'est dur de vous voyer. Alors pour commencer, peut-être une question un peu personnelle, je t'ai entendu dans d'autres podcasts dire que quand tu as fait ce changement de carrière assez radical, de la finance au climat, et que tu t'étais mis à parler du climat à tout le monde, partout, tout le temps, tu as perdu quelques amis. En tout cas, il y a des gens avec qui ça a été compliqué. Alors déjà, est-ce que tu peux nous raconter ça? Et peut-être qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour du coup éviter de se friter avec des gens, voire de ne plus leur parler après un réveillon ou une soirée ou un grand débat sur le climat? Alors c'est une très bonne question, c'était plus sur le ton de l'humour. Effectivement, évidemment, pour les relations, ça change quand tu as l'habitude, ou moi j'avais l'habitude de voyager, de prendre l'avion et d'aller à l'autre bout du monde. Quand du jour au lendemain, vous prenez un peu la claque médiatique et vous dites à vos amis, non, cette fois-ci, il n'y aura pas d'aller-retour à Miami, ça change. Évidemment, ça change pour les relations. Pour éviter, je pense qu'il faut d'abord
bien se connaître soi-même. Il y a des gens, typiquement, pour aborder ces sujets-là, les sujets climatiques, il y a des gens qui n'aiment pas du tout le conflit. Ça sert à rien d'aller rentrer en conflit avec ses amis, ses collègues ou sa famille. Enfin, voilà, ça rime à rien. Mais alors justement, comment est-ce qu'on fait pour avoir des discussions constructives et apaisées sur le climat avec des gens avec qui on n'est profondément pas d'accord? Tu as par exemple écrit un article sur les 12 excuses de l'inaction, dans lequel tu nous expliques comment y répondre. Bon, alors déjà, il n'y a pas de réponse unique, évidemment, sinon ça ferait pas 30 ans que les choses empirent. Les formats sont en train, en plus, de se multiplier, donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Il faut voir un peu la presse écrite, la vidéo marche très très bien, les podcasts, on le vend en poupe, donc je suis plus content que toi, tu fasses un super boulot et que ça marche de plus en plus. Après, quand on aborde les autres personnes, essayer en plus de les connaître, de savoir qu'est-ce qui pourrait les toucher. Il y a des gens qui vont être sensibles, typiquement un cadeau de Noël, tu peux leur offrir un livre, c'est ce qu'ils vont préférer. D'autres ne vont pas du tout être sensibles à ça. Oui, d'ailleurs, c'est marrant l'exemple du livre, parce que moi je me souviens d'avoir offert à ma belle famille un livre que je trouvais très intéressant sur l'écologie, et je crois que personne ne l'a jamais ouvert, mais par contre, en tout cas, ils me disent tous qu'ils écoutent le podcast. Et il vaut mieux passer par d'autres formats. Ouais. Et ça, c'est valable pour les cadeaux de Noël, mais aussi pour les discussions. Il y a plein d'études qui montrent que c'est beaucoup plus efficace pour avoir une discussion constructive de partir de ce qui intéresse votre interlocuteur, de ce qui le passionne, de ce à quoi il consacre son temps libre, et ensuite de parler climat. Moi par exemple, j'avais beau savoir théoriquement que c'était pas bien pour le climat de manger de la viande, etc. Ce qui a fini par me motiver à faire des recettes végétariennes, c'est que j'adore cuisiner, et j'ai des amis qui m'ont montré des recettes vraiment sympas à faire et très bonnes. Et puisqu'on parle cuisine, venons-en à notre repas de réveillon. Alors, imaginons qu'on participe tous les deux à un dîner au cours duquel on se met à parler climat. On peut être quasiment sûr qu'à un moment, on aura un ami qui va dire quelque chose comme « Mais de toute façon, ça sert à rien de faire des efforts pour limiter nos émissions de CO2 ici en France, puisque tant que la Chine ou les États-Unis s'y mettent pas, ça sert vraiment à rien. » Ouais, ça, c'est un argument qui revient extrêmement souvent, les gens qui disent la France c'est que 1% des émissions, mais les Chinois c'est 28%. Alors demandez d'abord aux Chinois de faire des efforts, mais on sait que historiquement les Français ont plus émis que les Chinois, en tout cas en moyenne. Donc je dis bien en moyenne puisqu'évidemment il y a des Français qui émettent beaucoup moins et d'autres beaucoup plus que d'autres. Donc ça peut être un argument à sortir. Évidemment, la France est très très loin d'être exemplaire et on doit grosso modo diviser notre empreinte carbone en moyenne par entre 4 et 5. Donc peu importe ce que font les Chinois, etc. Il n'y a pas besoin d'attendre que nos voisins soient purs avant que nous, qu'on s'y mette, qu'on commence à faire des efforts. Et là, on va te répondre, d'accord, t'as peut-être raison, c'est peut-être la chose à faire, mais concrètement, est-ce que ça va être utile ? Est-ce que ça va servir à quelque chose, vu que la France, c'est tellement peu des émissions mondiales ? Oui, bien sûr que ça a un intérêt 1%, même 1%, dans la mesure où en fait le rapport du GIEC qui est sorti en août montrait qu'il y avait bénéfices court terme, donc court terme en version climat, c'est plutôt 10 ans. Donc même en France, si on agit, non seulement, il le faut, puisqu'on émet toujours en moyenne plus que le chinois moyen, mais surtout, il y a donc pour les bénéfices court terme, on peut parler, je vais prendre par exemple la ville de Paris, il y a la pollution typiquement, donc si tu émets moins et que tu joues aussi sur la pollution, si tu remplaces tous les bétons, les places de parking par des arbres, tu auras un bénéfice instantané quasiment sur la pollution de l'air. Donc tout ça, en plus de jouer sur évidemment l'atténuation et donc la baisse des émissions, tu peux aussi jouer sur l'adaptation. Et ça, en fait, toi, en tant que Français ou dans ta ville au niveau local, tu vois un intérêt. Alors merci de mentionner ces exemples concrets de bénéfices que l'on peut avoir ici et maintenant grâce à l'action climatique. Parce que c'est vrai que souvent, on se projette sur le long terme, 2050, la fin du siècle, et sur ces moyennes globales de hausse de température, sans qu'on voit vraiment ce que ça veut dire. Mais franchement, entre nous d'ailleurs, on dit que la température globale s'est déjà réchauffée de plus d'1 degré, et là on est en train de faire tous ces efforts pour essayer de limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré ou 2 degrés d'ici la fin du siècle. Alors, est-ce que ça fait vraiment une différence ? Alors c'est une très bonne question, parce que j'ai fait un post en plus là-dessus, parce que j'ai entendu cette remarque dans une conférence, se dire, mais plus de degrés, c'est pas grand-chose. En fait, la différence entre plus 1,5 de réchauffement climatique et plus de degrés, elle est énorme. C'est un autre monde, et l'exemple que j'ai donné, c'est de dire qu'à plus de degrés de moyenne mondiale, ça a des effets différents au niveau local, et j'ai pris la France en exemple. Donc il y a eu la canicule de 2003 qui a fait plein de morts, et qui était, on a eu
eu bien chaud en 2003, cette canicule, elle aura une probabilité d'occurrence de 1 été sur 2 d'ici 2050 ou quand le monde sera à plus de degrés, avec potentiellement, donc la canicule de 2003 a duré une dizaine de jours, mais c'est en général en moyenne 4-5 jours, là ça durerait 20 jours. Donc c'est 20 jours où la température la nuit ne redescend pas en dessous de 20 degrés et on aurait des pointes de chaleur potentielles jusqu'à 50 degrés. Donc c'est ça que ça veut dire. Autre argument que j'entends très souvent, c'est de toute façon, c'est déjà trop tard. C'est foutu, le climat est déjà déréglé, on est déjà à 1 degré de réchauffement, on n'arrivera jamais à limiter le réchauffement à 2 degrés. Qu'est-ce que tu réponds à ça ? Alors ça, c'est une idée reçue que je passe mon temps à démystifier et c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc comme elles sont rares, je vais insister là-dessus. On entend souvent dire que quoi qu'on fasse aujourd'hui, les effets se verront dans 20 ou 30 ans. En fait, c'est complètement faux. Encore une fois, il faut lire le dernier rapport du GIEC, même la version très courte, le résumé pour décideurs, qui fait une 30aine de pages. Ils mettent bien en avant que le fait d'agir maintenant, on peut voir les bénéfices très très rapidement. Et très rapidement, encore une fois, c'est 10 ans. C'est pas le fait de refuser de prendre l'avion, demain, tu verras, ça va pas refroidir. C'est pas ça. Mais on peut voir les effets quand même très rapidement. Donc, je serais vraiment plutôt positif et à agir maintenant. On sait, encore une fois, je vais reprendre le rapport du GIEC pour éviter de parler en mon nom, que chaque tonne émise participe au réchauffement. Donc en fait, il n'y a plus d'excuses et il n'y a aucun intérêt à attendre 10 ou 20 ans ou 30 ans pour agir, sachant qu'il y a des conséquences d'ores et déjà irréversibles et plus on va attendre, plus ce sera difficile de limiter le réchauffement. Et ça pourtant, on a beau le répéter qu'agir maintenant ce sera moins cher qu'agir plus tard, que ce sera plus facile, que c'est plus intéressant. On a vraiment du mal à s'y mettre au niveau et à la vitesse qu'il faudrait. Et c'est aussi vrai dans les actions quotidiennes que chacun et chacune d'entre nous pouvons mettre en œuvre. Alors, évidemment, il ne s'agit pas d'être naïf, mais c'est vrai qu'on a tous un peu l'impression que on a beau faire de notre mieux, ça va pas suffire à régler le problème climatique, quoi. Et ça peut même être aussi assez décourageant. Ah oui, tu as tout à fait raison. Déjà, il faut surtout éviter une chose, c'est d'éviter les efforts individuels et les efforts collectifs. Je vois en ce moment là passer pas mal sur les réseaux sociaux des gens qui disent non, il faut pas de geste individuel, il faut penser collectif et inversement. D'autres qui disent, typiquement l'État ou les lobbies pétroliers qui disent on compte sur vous, c'est à vous de changer. Moi, je pense qu'on a besoin de tout le monde, on a besoin des deux et on a besoin de tout le monde. Oui, je suis vraiment d'accord avec toi. Je pense que les deux n'ont pas besoin de s'opposer, mais par contre qu'on a vraiment besoin des deux. Des actions collectives et des actions individuelles. Parce qu'on peut changer nos comportements au quotidien, ça suffira pas pour autant. Par contre, il y a plein de choses qu'on peut aussi faire ensemble qui là feront vraiment une différence, comme s'impliquer dans des associations, faire des dons, s'inscrire sur la liste électorale, voter aux élections, parler climat autour de vous. Et sur le changement des pratiques, je sais pas si tu veux donner quelques exemples de ta propre expérience. Pour l'empreinte individuelle, si je prends mon cas personnel, le fait d'arrêter de prendre l'avion, de réduire ou de plus manger de viande, etc., je suis toujours vivant, je profite toujours de la vie. J'ai toujours mes amis pour rire et profiter. Il faut vraiment voir ça par rapport aux ordres de grandeur. Typiquement, le fait de passer de 10 tonnes d'émissions par an à 2, il faut voir ce qui émet ou pas et ensuite arbitrer et choisir ce qui nous va ou pas. Si vraiment un effort individuel est beaucoup trop difficile à réaliser, je pense qu'il est préférable soit d'aider les autres à réduire pour avoir un gain plus facile. Ça sert à rien de faire un gros effort pour un petit gain. Il vaut mieux faire un petit effort, c'est-à-dire typiquement informer d'autres personnes pour qu'elles puissent faire des grands changements plutôt facilement. Après, évidemment, c'est subjectif. Moi, typiquement, j'ai arrêté la viande du jour au lendemain. Je mangeais des animaux avant, j'en mange plus. Ça, je pensais que ça allait être un gros effort. Bon, en fait, finalement, ça allait. Mais pour certaines personnes, ce sera un gros effort. Et d'un point de vue empreinte environnementale, c'est vraiment un gain. Mais ce sera aussi un effort, c'est le coût social. Ça veut dire que ce sera plus difficile d'aller à des barbecues entre amis où il y aura que de la viande et toi, tu mangeras les morceaux de pain, quoi. C'est des choses aussi qu'il faut prendre en compte. Ok, et le pote qui habite en lointaine banlieue ou à la campagne et qui, lui, vraiment a besoin de sa voiture pour aller partout et du coup une taxe carbone ou une hausse du prix du carburant, c'est vraiment pas une bonne nouvelle pour lui, même s'il voulait, il pourrait pas. Qu'est-ce que tu lui dis à lui ? Si vraiment vous n'avez pas le choix, après évidemment c'est au cas par cas, en revanche c'est pas la majorité, mais si vraiment vous n'avez pas le choix, bien évidemment aux collectivités locales et à l'État de faire les efforts. On peut pas laisser des gens évidemment qui vivent à 20 ou 30 km de leur travail, ça commence à être très difficile en vélo, donc je comprends, il faut mettre typiquement à disposition des transports en commun, il faut mettre le paquet sur les transports en commun. Alors le transport c'est un sujet fascinant, il faudra qu'on y consacre un épisode du climat en question en 2022, mais en attendant pour revenir sur l'aspect solution, on a toujours quelqu'un dans nos groupes d'amis ou de famille
qui veut rassurer un peu tout le monde en disant mais non, mais c'est pas si grave, ou qui croit dans la technologie et qui pense sincèrement que la technologie va nous aider à nous sortir de la crise climatique. Oui, surtout si tu vas faire un tour sur LinkedIn, tu as l'impression que tout le monde est vert, tout le monde est beau et tout le monde va sauver le monde. En fait, la réalité, une fois que tu creuses un petit peu les solutions apportées par ces entreprises, c'est souvent des solutions technologiques où souvent on ne change pas notre business model, mais on va compenser. Donc on va soit acheter des tonnes de carbone, soit aller planter des arbres sur d'autres continents et ça compensera nos activités qui polluent. Moi, j'appelle quand même à faire attention à ça. Là, j'ai publié il y a 15 jours les greenwashing d'or où je mettais en exergue un peu les 10 entreprises qui avaient fait le plus gros greenwashing de l'année. Je suis un petit peu méfiant sur les solutions. Des greenwashing d'or, tu peux nous donner des exemples? C'est quoi les trucs les plus absurdes que tu as vus? On a eu des entreprises pétrolières qui nous faisaient croire qu'ils allaient sauver le monde. On a eu des banques qui organisaient des expositions pour sauver le climat, alors que de l'autre côté, ils subventionnent des milliards aux énergies fossiles. On a même eu une station essence, alors ça c'est mon petit chouchou, on a eu une station essence qui disait venez faire le plein d'essence chez nous. Donc ça c'est quand même la perle, donc c'est en fait eux permettaient de typiquement compenser les émissions, donc vous faites le plein d'essence chez eux, vous mettez quelques centimes en plus et vous sauvez la planète. Donc voilà, je suis rassuré en entendant tout ça. Alors je comprends que ça te rassure pas, mais c'est vrai qu'on a tous envie d'y croire à ces belles histoires, on a tous envie de se dire qu'il va y avoir des solutions technologiques, qu'on va y arriver sans trop faire d'efforts et sans trop renier sur notre confort. C'est quelque chose qui revient beaucoup dans les discussions. C'est une expression qui revient souvent, c'est une expression où on dit, où on entend, les Français n'accepteront jamais. Alors moi je n'y crois pas du tout à ce truc, je pense que les Français sont pas bêtes. L'exemple le plus concret que j'ai en tête, c'est la Convention citoyenne pour le climat, où il y a eu plein de personnes qui n'avaient pas forcément les connaissances sur le climat, qui sont arrivées là, qui étaient vraiment de tous bords politiques confondus, et ils sont sortis de là, après s'être formés sur les sujets. Il y a eu 150 propositions qui étaient beaucoup plus concrètes et plus exigeantes que ce que proposent les politiques actuellement. Donc je crois que les Français en fait sont prêts. Il y a d'ailleurs des sondages qui montrent que les Français sont prêts. Il faut leur donner les armes, et les armes ça passe par, entre autres, il n'y a pas que ça, mais l'éducation. Donc je pense pas que les Français ne soient pas prêts, je pense que les Français sont prêts au changement, et j'ai encore rarement croisé une personne qui a vraiment lu sur les sujets et qui dise non, moi je changerai pas du tout. Et si jamais c'est le cas, parce qu'il y en a des je m'en foutistes, bon, il y en a toujours un, donc voilà, il faut quand même changer les lois. Je pense que le cadre législatif aujourd'hui n'est pas prêt, donc il faudra quand même changer les lois. Ouais. Et ce sera un sujet important ça pour 2022. Comment changer les lois pour les aligner au plus près des aspirations écologistes, en tout cas d'après les sondages, de la population. Bon, mais nous, dans le climat en question, on parle tout le temps du climat, toi sur Bon Pote, tu parles tout le temps du climat. Qu'est-ce qu'on dit aux gens qui disent que quand même, et de façon légitime parfois, ils ont plein d'autres préoccupations, là c'est déjà la galère avec le Covid, il y a une crise économique, sociale, il y a plein d'autres problèmes. Je voudrais d'ailleurs, au point où j'en suis, dire un mot de toutes ces questions d'environnement, parce que là aussi, ça commence à bien faire. Alors j'ai presque envie de dire que si on ne s'occupe pas du climat, il va s'occuper de nous. Il y a des catastrophes naturelles partout dans le monde. En 2021 est vraiment un très bon exemple. Il y a eu des feux partout en Méditerranée, il y a eu des morts à côté de chez nous au Luxembourg, en Belgique et en Allemagne. Il y a eu des inondations, il y a eu 100 ou 200 morts de mémoire. Il y a eu un 49,6 degrés au Canada. Donc j'ai envie de dire, si c'est pas votre problème, je vous assure que ça va devenir votre problème. Donc... J'espère que les épisodes du climat en question, en particulier l'épisode d'aujourd'hui, vont aider et motiver nos auditrices et nos auditeurs à apporter le sujet climat à leur réveillon. Non pas pour se prendre la tête ou pour des débats sans fin pro ou anti-nucléaire, mais vraiment pour réfléchir ensemble à ce que ça veut dire qu'une société dans laquelle on émet moins de carbone, qu'une société dans laquelle non seulement on vit bien, mais on vit mieux. Et je pense que toutes ces discussions seront très importantes et on y reviendra d'ailleurs dans les épisodes de 2022. Avant de conclure, est-ce que tu as un dernier petit conseil pour passer un bon réveillon ? Le dernier conseil, c'est de profiter de vos proches et d'appliquer absolument la loi de Brandolini. Donc ça, ma vie est régie par ça. Attends, c'est quoi cette loi de Brandolini ? La loi de Brandolini, c'est il faudra beaucoup plus de temps à réfuter et beaucoup plus d'énergie, à réfuter une bêtise. Donc typiquement, si quelqu'un dit une phrase à dire il n'y a pas de réchauffement climatique, le temps que vous allez passer à expliquer que s'il y a un réchauffement, etc., ça peut vous prendre entre 10 minutes et 1 heure. Donc voilà, fonction de la personne que vous avez en face de vous. Si vous sentez que la personne n'est pas forcément réceptive ou de mauvaise foi, perdez pas de temps, passez à autre chose et profitez des fêtes. Eh bien, merci pour ce dernier conseil et merci beaucoup d'avoir été l'invité du climat en question, Thomas Wagner, et je renvoie évidemment tout le monde vers les articles sur bonpote.com, notamment le guide de survie écolo pour les dîners en famille sans casser l'ambiance
que tu viens de publier. Et comme d'habitude, un grand merci à Alexandre Carrier, Fabrice Etifier et Karim Baldé, sans qui on n'aurait jamais pu faire tous ces épisodes du climat en question en 2021. Merci beaucoup aussi à Clément Sondon pour la musique originale de ce podcast fait maison, avec les moyens du bord. Et si vous aimez le climat en question, parlez-en autour de vous, à vos familles, vos amis, c'est le moment là avec les fêtes de fin d'année. Laissez-nous des commentaires sur les réseaux sociaux, sur les plateformes de podcast ou écrivez-nous leclimatenquestion@ecomail.fr. On vous répondra très vite. En attendant, je vous donne rendez-vous en 2022. Passez de très bonnes fêtes.